بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الأستاذ الغني عن التعريف الأستاذ أحمد عزيز بوسفيحة لاستضافتنا في هذا المؤتمر الوطني الثالث عشر للقابلية الوراثية للعدوى، واللقاء المغاربي الرابع لخبراء الأيمونوغلوبولين لتقديم مداخلتنا حول الأكوار وضعف المناعة أي سيتوبينيا أند إيمونوديفيسنسي. هذه المداخلة عن بعد بسبب جائحة كوفيد 19 التي يعرفها العالم بأسره. نسأل الله أن يرفع الوباء والبلاء. Je switch maintenant donc en français. Donc, comme vous savez, donc, les cytopénies édipes, donc, c'est une situation un peu fréquente. Il faut savoir parmi donc, les fonctions du système immunitaire qui sont bien connues. Donc, le système immunitaire, il est fait d'assurer l'intégrité de l'organisme. Pour cela, donc, il doit reconnaître toute une variété considérable de pathogènes, microbes et parasites, virus, sans pour autant toucher le soi, sans pour autant donc donner des dommages pour le soi. Et donc, deux caractéristiques sortent ici, c'est la diversité, la variété, mais aussi la tolérance de soi. Il faut savoir aussi que cette tolérance de soi, elle est maintenue par un bon apprentissage, donc une éducation. Donc, c'est une l'école thymique de la moelle osseuse, mais aussi une éducation périphérique pour rattraper ce qui n'a pas été fait donc, au niveau central. Il faut savoir aussi que malgré tout ceci, vous savez très bien que tout système éducatif a ses problèmes et donc des maladies auto-immunes. Et c'est un rappel un peu de la tolérance centrale et puis de la tolérance périphérique. Vous savez que donc, les lymphocytes qui sont immatures, qui viennent de la moelle osseuse à partir des cellules souches hématopoïétiques, qui sont immatures, donc vont rejoindre donc, le thymus pour subir cette fameuse éducation. Et ces cellules sont initialement immatures, CD3 négatif, CD4 négatif et CD8 négatif sont TCR. Donc, pour subir ce qu'on appelle une double sélection, une sélection qui est positive, puis une sélection donc, qui est négative au niveau de la médullaire par la suite. Donc, cette sélection positive va en fait donc, éliminer donc, les lymphocytes qui sont TCR ou dont le TCR n'est pas fonctionnel pour laisser que les lymphocytes qui peuvent être capables de répondre à une réponse immunitaire. Donc, et avoir donc, une double positive, ça veut dire CD4 positif, CD8 positif. Donc, par la suite, ces lymphocytes vont être donc se délester en un seul simple positif, que ce soit les CD4 positifs ou les CD8 positifs. Donc, ils vont subir une sélection négative. Donc, à travers ce qu'on appelle le gène R, donc qui est responsable de, vous connaissez donc la P7, dont la tolérance centrale. Ce facteur de transcription va jouer le rôle d'une cellule dendritique qui va exprimer, non pas seulement, donc il va exprimer tout le répertoire des tissus qui ne sont pas de rapport avec le thymus. Donc, et à partir de là, les lymphocytes qui sont potentiellement dangereux, autoréactifs, donc ils sont véritablement donc éliminés et ne sont que donc les lymphocytes qui sont un peu donc safe si on veut dire. Et malgré tout cela ne sont pas safe parce que donc ils vont donc subir donc pour pallier à ceci, il y a une autre tolérance qui se fait au niveau de son périphérique, c'est ce qu'on appelle la tolérance périphérique par les mécanismes qui sont bien connus, à savoir l'énergie. Donc, à savoir l'énergie, et donc l'énergie qui veut dire donc l'absence de la réponse, parce que ici, il y a une présentation antigénique sans molécules de costimulation, il y a la suppression, ça veut dire que donc les lymphocytes Treg, ces fameux lymphocytes Treg CD25FOXP3 qui vont supprimer tout clone autoréactif et donc blocage de l'activation. Il y a un troisième mécanisme dont la tolérance périphérique, c'est la dilution qui va aboutir donc à une apoptose. Donc, tout ceci donc, entre dans le cadre de la tolérance centrale et périphérique pour éviter les maladies auto-immunes. Et donc, quand on voit
en général, les déficits immunitaires, ce n'est pas seulement l'infection. Donc, le système immunitaire, il est là pour nous protéger de cancer par son fameux, donc, l'immunosurveillance des cellules tumorales. À chaque fois, on fait des cellules tumorales et que c'est notre système immunitaire qui va nous s'en débarrasser. Il y a aussi la composante d'inflammation, de l'auto-immunité, de l'allergie. Et donc, les déficits immunitaires ne sont plus uniquement définis par des infections et que l'auto-immunité, comme les cytopénies, les maladies inflammatoires intestinales à début précoce, peuvent être les premiers signes de la maladie. Et donc, DIP et auto-immunité, les manifestations auto-immunes sont de plus en plus reconnues comme une composante importante de plusieurs formes de déficit immunitaire. Il faut savoir aussi que plusieurs ou bien tous les types de déficits immunitaires sont associés à un risque de complications auto-immunes et inflammatoires, mais le risque est plus élevé pour les cell defects déficit immunitaire et le coma variable. Parfois, donc, dans notre esprit, cette association peut nous paraître un peu paradoxale dans la mesure où donc, un déficit immunitaire veut dire une défaillance, alors qu'une auto-immunité veut dire une exagération de l'immunité, mais aussi c'est contre le soi. Parmi donc, les manifestations auto-immunes, c'est donc dans les DIP, il y en a les cytopénies et c'est le vif du sujet, notamment donc, le PTI, l'anémie hémolytique auto-immune, le syndrome d'Evans et une neutropénie auto-immune. Ces manifestations auto-immunes, il peut parfois, j'ai dit tout à l'heure, donc précéder les manifestations infectieuses qui sont classiques. Ici, je vous montre donc à travers donc, ce papier de 2019, donc un diagramme, un antidiagramme, si on veut dire, donc, qui rassemble l'auto-immunité et l'infection, et donc le pôle qui va faire beaucoup plus d'auto-immunité et le pôle qui va faire un peu beaucoup d'infection. Vous avez ici un certain nombre de déficits immunitaires. Dans le pôle ici, donc la PCED, c'est le pôle où il y a beaucoup de manifestations auto-immunes, notamment endocriniennes, mais rappelez ici, donc pas de cytopénie. Généralement, typiquement, il n'y a pas de cytopénie, il y a d'autres manifestations auto-immunes endocriniennes. Et le pôle de SCID vers ici, donc il y a beaucoup plus d'infections et moins d'auto-immunité. Mais quand vous voyez pour les cytopénies, pour ce qui est hématologique, il y a quand même surtout donc, le long des déficits immunitaires. On peut voir ici aussi dans ce papier un certain nombre de déficits immunitaires qui sont chapeautés par ce qu'on appelle le PIRD, Primary Immune Regulatory Disorders, donc qui va rassembler un certain nombre de déficits immunitaires comme l'ALPS syndrome, l'IPEX, le coma variable et les deux entités TCED et l'OCED. Donc, ici, donc, pour une classification de cytopénies, je propose la classification de Servance, qui est donc un groupe de cytopénies auto-immunes en France. Donc, la classification des cytopénies auto-immunes, elle est classée comme suit. Donc, il y a ce qu'on appelle les secondaires confirmés, ça veut dire il y a une maladie sous-jacente, il y a une cause sous-jacente comme la post-greffe, chimiothérapie, immunosuppresseur, un déficit immunitaire bien étiqueté. Il y a une colonne des déficits, donc des cytopénies suspectées, secondaires suspectées. Il y a une suspicion, mais pas de confirmation. Il y a donc ce qui est primaire dans ce chapitre ou bien de cette colonne, donc aucun contexte dissimulaire. Cette classification donc est importante, mais aussi elle est modifiable, est changeable, puisque on peut avoir une cytopénie qui peut rentrer dans une colonne et avec le fur et à mesure, donc il se transforme d'une zone dans une autre colonne de classification. Maintenant, donc, qu'en est-il des mécanismes des cytopénies dans les déficits immunitaires? Vous savez bien donc, que dans les cytopénies auto-immunes, dans les cytopénies, donc, il peut être soit primaire ou secondaire. Et ici, dans ce papier, donc, il va classifier, donc, il y a 4 mécanismes en général de ces cytopénies dans les déficits immunitaires, soit donc les déficits, donc les cytopénies dans le cadre
dans le cadre d'une dystonie classique avec médiation humorale ou cellulaire, donc humorale ou cellulaire. Humorale, ça veut dire donc il y a donc un problème de maturation de lymphocyte B ou bien un problème de coopération TP entre la cellule T et B, soit c'est un problème de lymphocyte T. Dans le cas de médiation humorale, on peut citer par exemple le commun variable, la LPS, et le kit, ici, donc le kit dans les deux, puisque c'est la coopération, et c'est les T, normalement, c'est un problème de T avec coopération B, et dans la médiation cellulaire, c'est le kit, le Wasket-Ulrich, ainsi de suite. Donc, deuxième mécanisme de cette opinion dans les lipide, soit elle peut rentrer de ce qu'on appelle, je vous dis tout à l'heure, les piles, donc ce qu'on appelle donc les dysrégulations immunitaires, l'immunophagocytose ou une lymphoprolifération, une dysimmunité, donc une dysrégulation immune dans le cadre de l'APEX syndrome, immunodysregulation, polyandrochronopathie X-linked syndrome, ou bien lorsque il y a une véritable inflammation, syndrome d'activation macrophagique derrière une pathologie déficit immunitaire. Et là, je tiens à rappeler donc le Griscelli, le Chidiac-Higassi, un des Hermans-Budlak syndrome, et soit une prolifération dans l'ALPS avec donc une double négation, donc une prolifération des cellules double négatives dans les ganglions et dans la rate. Par la suite, donc, le troisième mécanisme, c'est dans le cadre d'une aplasie médulaire, dans le derrière ou bien la cause sous-jacente d'un déficit immunitaire, la dyskératose congénitale, le cartilage L-hypoplasia, le Schmenck, donc Schmenck syndrome, dysgénésie réticulaire, ainsi de suite. Donc, finalement, donc, il y a donc une cytopénie dans le cadre de myélosuppression, dans le cadre toxique donc, ou infectieux. Donc, les cytopénies et DIP, donc ces cytopénies auto-immunes de l'enfant, peuvent révéler ou compliquer parfois plusieurs années après la cytopénie. Il y a pas mal d'enfants qu'on suit pour une cytopénie telle. Donc, au fur et à mesure qu'on trouve au cours de l'évolution, des consultations, on trouve que c'est un type et ce n'est pas, par exemple, un PTI ou bien ce n'est pas une cytopénie. Donc, parfois, donc, ces enfants, donc, ils reçoivent au préalable des corticostéroïdes, des immunoglobulines, des immunosuppresseurs, ainsi de suite. Dans une cohorte française, et d'ailleurs c'est la plus grande cohorte qui rassemble donc 2183 patients, le risque de cytopénie auto-immune dans les déficits immunitaires est 120 fois par rapport à la population générale. Il faut savoir que 80% des ALPS, ils ont des auto-anticorps, avec 23% pour l'anémie hémolytique auto-immune et 50% pour le PTI. Donc, 22 à 48% des maladies, des manifestations auto-immunes au cours du commun variable, surtout quand on a donc une splénomégalie ou une maladie granulomatose. Un autre élément aussi dans les cytopénies DIP, c'est beaucoup plus quand on a plus une multilignage, ça veut dire plusieurs lignées qui sont touchées dans l'ANFS, donc il y a une chance d'avoir un déficit immunitaire. 65% des syndromes d'Evans de l'enfant, une anomalie monogénique selon une étude de Jérôme Radzaji de Bordeaux. Ici, donc, je me rappelle le congrès de 2018 où j'avais présenté donc, un déficit immunitaire, deux PTI qui ont devenu finalement donc, un déficit immunitaire. Et là, ce congrès qui avait un slogan, tout ce qui est tomate n'est pas, tout ce qui est rouge n'est pas une tomate. Et finalement, ce PTI n'est plus une tomate, c'était vraiment donc, un déficit immunitaire. Vous voyez, c'est l'intérêt de chercher à chaque fois et de rester dans notre tête garder dans notre tête que dans le PTI, c'est un diagnostic d'exclusion et qu'à chaque fois, il faut faire un screening immunologique. Ici, donc, quand on voit ce papier qui résume donc 23 patients qui ont une cytopénie combinée, ça veut dire qu'il y a deux lignées qui sont touchées et à travers ce travail, il y a une maladie sous-jacente qui était ici. Donc, nous avons 7 patients, ce qui vaut 30% de ces patients qui font donc l'ALPS syndrome. Il y a donc 4 patients, donc 6 patients qui font autre pathologie, autre déficit immunitaire, notamment le KID et le commun variable. Pour vous dire que
La cytopénie, surtout quand il est récurrent et chronique, et ça répond pas donc, au traitement, il faut donc avoir donc, une vigilance dans notre tête. Ce même papier a présenté donc, un arbre décisionnel, si on veut dire, donc devant toute deux cytopénies ou bien une chronicité ou une réfraction, il faut avoir dans la tête, donc faire donc, un bilan de déficit immunitaire, le bilan du déficit immunitaire, le dosage pondéral des immunoglobulines, les sous-populations, et aussi penser donc à un ALPS syndrome dans le cadre de déficit immunitaire, ici avec beaucoup plus d'auto-immunité, et donc il faut chercher les doubles négatifs, donc les témoins, donc les CD4 moins et CD8 moins, donc avec TCR alpha bêta positif. Donc, et aussi sans oublier de chercher donc les autres maladies systémiques comme le lupus, et donc chercher les anticorps antinucléaires, le complément, ainsi de suite. Donc ça, c'est un arbre décisionnel proposé par ce papier. Donc, dans un autre travail, où il y a donc une auto-immunité, donc un déficit immunitaire de type humoral, ça rappelle, donc nous avons 471, 471 patients, ces patients-là qui ont finalement des maladies un peu de tout, donc maladies auto-immunes, mais aussi il y a donc les cellules, donc les cytopénies, surtout donc les PTI et les anémies hémolytiques auto-immunes. Devant tout ceci, on peut un peu avoir une petite conclusion que devant une cytopénie, surtout qu'on multilignée ou bien de cytopénie, syndrome d'Evans, il faut chercher un DIP qui peut rentrer dans un défaut de l'hémiostasie à ALPS, APEX, et ou bien dans un déficit immunitaire combiné ou bien humoral comme le commun variable. C'est pour cela donc il faut donc connaître un peu les déficits immunitaires où il y a beaucoup plus d'auto-immunité. Donc il y a donc dans la LPS a été découvert en 1995 le gène correspondant c'est le FAS et la voie de Caspas. La voie des Caspas donc responsable de l'apoptose. La P7 qui a été découvert en 1987 dont le gène R donc qui est déficient et donc on n'a pas de tolérance centrale au niveau des thymus, donc la sélection négative elle est défectueuse, mais cette AP7 ne donne pas systématiquement les cytopénies, il donne d'autres pathologies auto-immunes. Il y a l'IPEX syndrome dont c'est les TREC et les cellules TREC, FOXP3, CD25 positives. Donc ici, donc pour la LPS, donc il est bien connu par un certain nombre pour donner au moins donc une manifestation clinique de syndrome caractérisée par des adénopathies, une splénomégalie, une autoimmunité. Et pour le confirmer, j'ai dit donc les cellules double négatives qui doivent être élevées, la vitamine B12, donc les immunoglobulines qui sont normales, et donc un problème de la génétique, donc il va montrer soit la CASPA, soit le face-to-face ligand. Si on fait une biopsie, on peut rechercher ces fameuses cellules double négatives. Donc l'ALPS-like désordre, donc c'est la même chose, presque surtout dans ce... Oui. Veuillez conclure, s'il vous plaît. D'accord. Et ici, pour la prise en charge des cytopénies au cours des déficits immunitaires, il faut savoir que dans la population générale, donc vous connaissez que ce sont les corticostéroïdes et les immunoglobulines. La splénotomie donc était une approche un peu traditionnelle, les rituximab, mais dans le cas de déficit immunitaire, surtout quand il est étiqueté moléculairement, donc il faut, et c'est réfractaire, il faut donc cibler soit les cellules B, soit les cellules T, soit c'est ça. Donc c'est donc la transplantation de la greffe de la moelle ou des cellules hématopoïétiques selon le mécanisme moléculaire sous-jacent. Et donc pour un peu cibler les cellules B, il y a le fameux rituximab qui est donc l'anti-CD20. Le CD20, ça existe dans les cellules B, donc ils sont en maturation. Il n'existe pas dans les cellules avant, donc ils sont pré-B. Il n'existe pas dans les plasmocytes, ça veut dire la dernière phase de
de maturation, il existe sur les trois, ou bien donc c'est la maturation, donc l'anti-B, on peut donc ne pas être actif sur le plasmocyte et donc les anticorps qui sont déjà sécrétés, ils sont là. Un autre anticorps monoclonal, c'est l'anti-CD20. Il y a donc finalement pour donc les anti-CD22, donc qui est utilisé donc généralement dans le myélome multiple, donc le trésumab, c'est pour donc utiliser dans le myélome multiple pour donc arriver à un stade un peu tardif de donc toucher la dernière cellule de la cellule B. Pour donc les traitements, quand on a un défect de la cellule T, l'ALPS syndrome, généralement les médicaments, donc le first line, donc c'est les corticostéroïdes, les MMF ou le Cielcept dans la seconde ligne et les inhibiteurs de mTOR. Il faut savoir que les rituximab ici, donc ils donnent une hypogammaglobulinémie sévère et persistante, donc à ne pas faire en cas d'ALPS. Et la splénectomie est très dangereuse. Ces enfants, donc ils ont une splénectomie importante et pourtant il ne faut pas donc l'enlever. Donc pour le dégorge partiel, c'est donc une réponse anecdotique dans les papiers, donc la réponse stéroïde et azathioprine, alors que le rituximab, donc ça a été progressé chez 2 enfants. Et pour donc cibler les Treg, donc ou bien donc c'était là les protéines de fusion, c'est la abatacept, le MMF et les immunoglobulines. Et pour donc le gain de fonction de stade 1, donc c'est la cyclosporine et les anti-JAK ou bien les inhibiteurs de la tyrosine kinase JAK. Ici, donc, pour la greffe de la moelle, c'est pour les cellules autrusquides et le Husket-Ulrich. Pour conclure, l'auto-immunité EDIP, c'est une association fréquente. Il faut comprendre le mécanisme de l'auto-immunité, essayer de classifier la cytopénie, est-ce que primaire, secondaire ou donc secondaire suspectée. Le clinicien d'avoir une approche immunologique en plus de l'approche hématologique de cytopénie, suivre l'évolution de la cytopénie et repérer à chaque fois un déficit immunitaire. Les signes alarmants du clinicien, c'est le multilignage, les cytopénies, de cytopénia, donc l'anémie hémolytique sans réponse et la chronicité de PTI, donc l'intérêt aussi de la thérapeutique ciblée et je vous remercie.